Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 21 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Platon. Donc je continue ma lecture avec des commentaires en lien avec ma philosophie que vous retrouvez sur mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. C'est la théorie que je développe et j'essaye de démontrer la pertinence de cette pensée. Voilà l'intérêt de cette lecture que je découvre en même temps que je la lis. Voilà, donc je reprends. Ce qui rend difficile l'intelligence des œuvres de Platon, c'est précisément ce mélange enivrant de philosophie et de poésie, de science et d'art. On ne voit pas toujours très bien quel personnage du dialogue parle au nom de Platon, ni sous quelle forme, s'il parle à la lettre ou par métaphore, s'il raille ou s'il est sérieux. Son amour de la raillerie, de l'ironie, du mythe, nous déconcerte parfois. Nous pourrions presque dire de lui qu'il n'enseignait qu'en parabole. Ouvrez les guillemets. Voulez-vous que je m'exprime, vieillard parlant, à des jeunes gens sous la forme d'un mythe? Fermez les guillemets. Demande son Protagoras. Ces dialogues, nous dit-on, Platon les écrivit pour le public de son temps, par le mode qu'il emprunte à la conversation, par leur vivante opposition de pour et de contre, par leur développement graduel et la fréquente répétition de chaque argument important, il était évident et il était évidemment adapté, si obscur qu'il puisse nous paraître maintenant, à l'intelligence de l'homme qui doit goûter à la philosophie comme à un plaisir accidentel et que la brièveté de la vie oblige à lire comme peut lire celui qui court. Alors là, ça me suggère l'idée que, à l'époque de Platon, puisque Platon écrivait déjà comme ça, avec cette pertinence, cette intelligence, cette vision, et qu'il la tenait de son maître Socrate, qui lui-même la tenait d'autres philosophes, etc., en même moment circulaient les sophistes, etc. Donc il devait y avoir à Athènes une effervescence de pensée, de penseurs, et un niveau qui avait un niveau de connaissance, de conscience, d'intelligence et de compréhension complètement incroyable. Parce que les textes de Platon sont une pure merveille d'intuition, de philosophie, de pensée, enfin bref, ils sont vraiment géniaux. Et donc, je pense qu'à l'époque, les gens étaient donc aptes à comprendre tout cela et ça devait être assez puissant. Sans compter les poètes, euh, les, les écrivains de théâtre, etc., qui, qui créaient à la même époque. Nous devons donc nous attendre à trouver dans ces dialogues une bonne part de divertissement et de métaphore, bien des choses inintelligibles, sauf pour des savants qui connaissent tous les détails de la vie sociale et de l'activité littéraire au temps de Platon. Bien des choses qui peuvent aujourd'hui paraître fantaisistes et en dehors du sujet, mais qui ont pu servir de sauce et de piment à un plat indigeste et le rendre assimilable à des esprits étrangers à la philosophie. Avouons aussi que Platon possède beaucoup de qualités qu'il condamne.
Il invective les poètes et leurs mythes, et lui-même est poète et compositeur de mythes. Il se plaint des prêtres qui assiègent les portes des riches et les persuadent qu'ils ont obtenu des dieux le pouvoir de réparer, par leurs sacrifices et leurs incantations, les injustices dont on porte soi-même la responsabilité ou celle de ses ancêtres. République 364. Et Platon est lui-même un prêtre, un théologien, un prédicateur, un moraliste zélé, un Savonarole qui dénonce l'art et condamne au feu toutes les vanités. Il reconnaît, tel Shakespeare, que la circonspection s'impose à l'égard des comparaisons. C'est un terrain très glissant, écrit-il dans le Sophiste 231a, mais lui-même glisse de l'une à l'autre indéfiniment. Indéfiniment. Il réprouve les disputes purement verbales des sophistes, mais lui-même argumente parfois comme un sophiste. Faguet le parodie. Alors le tout est plus grand que la partie, assurément, et la partie est plus petite que le tout, bien sûr. Donc c'est clair, ce sont les philosophes qui devraient gouverner l'État. Qu'est-ce que cela? C'est évident, reprenons la chose encore une fois. Mais c'est là le pire qu'on puisse dire de lui. Les dialogues restent l'un des trésors les plus précieux du monde. Les dialogues les plus importants sont l'Apologie de Socrate, Criton, le Phédon, le Banquet, le Phèdre, le Gorgia, le Parménide et le Politique. Les parties les plus intéressantes de la République sont les sections suivantes, Dadadam, etc. Bon, voilà. C'était ce qui était écrit en bas de page. Le meilleur d'entre eux, la République, est en lui-même un traité complet. Tout Platon est dans ce livre, sa métaphysique, sa théologie, son éthique, sa psychologie, sa pédagogie, sa politique, sa théorie de l'art. Nous trouverons là des problèmes d'une saveur toute moderne, communisme et socialisme, féminisme, limitation et contrôle de la procréation en vue d'obtenir de beaux enfants, problème nietzschéen de la moralité et de l'aristocratie, problème du retour à la nature et de l'éducation libertaire prônée par Rousseau, élan vital de Bergson et psychanalyse de Freud, tout est là. Bon, je vous renvoie quand même à l'écoute sur France Culture, Les chemins de la philosophie, les 8 émissions que les chemins de la philosophie ont consacrées à Platon. C'est très très intéressant. Tous les intervenants sont d'abord des vrais amoureux de Platon, des esprits critiques en même temps, et surtout des analystes de son œuvre très pointues. Et donc là, on peut voir que, effectivement, au sujet des enfants, de l'éducation, etc., il y a des choses qui sont difficiles à admettre aujourd'hui, et on peut même se demander si c'est pas un peu eugéniste, dictatorial, etc. Mais je vous renvoie à cette écoute qui est extraordinaire. C'est un festin pour l'élite, servi par un hôte prodigue. Platon égale philosophie, et philosophie égale Platon, dit Emerson, qui applique à la République les paroles d'Omar à propos du Coran. Brûler les bibliothèques, toute leur richesse est dans ce livre. Étudions donc la République. Voilà ce qu'écrit dans cette fin de premier chapitre Will Durand. On attaque le chapitre 4.
le problème éthique. Donc on rentre dans la philosophie de Platon, dans son analyse en réalité, par Will Durant. La discussion a lieu dans la maison de Céphale, un riche aristocrate. Parmi les interlocuteurs se trouvent Glaucon et Adimante, frères de Platon, et un sophiste bourru et coléreux, Thrasymachus. Socrate, qui est le porte-parole de Platon dans le dialogue, demande à Céphale: quel est, à ton avis, le plus grand bienfait que tu aies retiré de la richesse? Céphale répond que la richesse est pour lui un bienfait surtout parce qu'elle lui permet d'être généreux, honnête et juste. Socrate lui demande insidieusement ce qu'il entend par justice. Et voilà la controverse philosophique engagée. Et effectivement, les grandes notions que Socrate a mis en lumière dans l'humanité sont encore les grandes notions d'aujourd'hui. La vérité, la justice, etc. Voilà les grandes valeurs qui ont beau avoir été sous-estimées dans les périodes comme la nôtre, les périodes sophistes comme la nôtre. À la même époque, les sophistes pensaient, supportaient pas l'idée de justice, enfin pas supportaient pas, mais ils avaient une conception toute primaire de la justice, la loi du plus fort, etc. Bien souvent, c'était ça. Mais en fait, c'est Socrate qui traverse l'humanité. C'est sur Socrate que l'humanité s'appuie fondamentalement. C'est sur ce type de pensée, sur son éthique. C'est cette éthique que l'humanité place à son horizon pour avancer. Ce n'est pas la vision des sophistes ou de Nietzsche qui regardent la vie du moment telle qu'elle est, l'homme dans sa désastreuse psychologie parfois, qui abuse de ses congénères pour s'affirmer, etc. Et qui, si on restait basé sur cette vision-là, si on n'avait pas d'horizon pour nous tirer, l'humanité n'évoluerait pas, évidemment. Et que serait une humanité qui n'évolue pas? C'est pour ça que l'évolution, elle est sous-estimée par les philosophes actuellement. Les philosophes qui passent à la télévision, que j'écoute là, mais ils ne parlent jamais de cette dimension. Alors que c'est la dimension cardinale de l'humanité pour moi. Il n'est rien d'aussi difficile qu'une définition. Il n'est pas d'épreuve plus sévère de la clarté et de la pénétration d'esprit. Socrate n'a aucune peine à détruire l'une après l'autre les définitions qu'on lui propose. À la fin, Thrasymachus, moins patient que les autres, l'interrompt d'un rugissement. « Quelle niaiserie vient de vous prendre, Socrate ! Et pourquoi faire les sots en vous inclinant ainsi les uns devant les autres? Si tu as vraiment la prétention de savoir ce qu'est la justice, ne te contente pas d'interroger et de te faire gloire de réfuter lorsqu'on t'a donné une réponse, sachant qu'il est plus facile d'interroger que de répondre. Mais réponds toi-même et dis-nous ce que tu prétends qu'est la justice. » Socrate ne s'effraie pas. Il continue à questionner et après quelques parades et quelques attaques, il engage l'imprévoyant Thrasymachus dans une définition. « Écoute donc, dit le sophiste courroucé, j'affirme que la justice n'est pas autre chose que l'avantage du plus fort. Les États établissent les lois, chacun en vue de son propre intérêt.
La démocratie fait des lois démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques, etc. Et par ces lois, il proclame que la justice pour les sujets consiste à servir les intérêts des gouvernements eux-mêmes. Et celui qui s'écarte de ces intérêts, il le châtie comme coupable de transgresser la loi. En réalité, l'idéal est dans l'injustice du plus fort. C'est ce qu'il veut dire. Mais c'est pas pareil, c'est pas parce que la démocratie fait des lois démocratiques pour les amateurs de la démocratie. La démocratie, justement, c'est pour ça que c'est une œuvre d'art, comme je le dis dans les vidéos précédentes. Elle agit pour l'ensemble. Elle ne lèse personne, comme la tyrannie peut lèse tous ceux qui ne sont pas dans la cour et dans les bons auspices du tyran. La démocratie donne le meilleur à chacun selon ses compétences. Elle permet aux dominants, à ceux qui ont les qualités pour être des chefs, pour être les représentants du peuple, etc., etc., elle leur donne tous les moyens de se hisser au sommet. Mais pour faire le bien du peuple. Donc personne n'est abusé. Les dominants se font du bien dans le sens où ils aiment la compétition, ils aiment le challenge, ils aiment les pouvoirs, etc. Donc on leur permet de jouir de leur caractère qui aime ce parcours, donc qui se hisse à force de se bagarrer. Ça commence à la cour de récréation et ça finit chef d'État, évidemment, d'une manière ou d'une autre. C'est voilà, par la ruse, par ci, par ça, par la séduction, par tous les moyens que les dominants mettent à leur service, et c'est très bien. Et ça leur permet de se hisser en tête là où ils veulent, c'est-à-dire devenir le chef, devenir ci, ça, ce qu'ils veulent. Bref, il arrive à être le chef. Mais en démocratie, c'est pas pour faire son plaisir à lui, c'est pas pour son plaisir qu'il arrive là, c'est pour le plaisir, le bonheur du peuple. C'est pour faire le bonheur du peuple. Et donc, tout le monde est récompensé. Et il n'y a pas d'autre système en dehors du démocratique et éventuellement d'un système anarchiste s'il arrivait à sa perfection, par exemple, c'est-à-dire chacun est responsable de lui, etc. Mais au sein du groupe et participe à l'ensemble, mais n'aurait pas besoin que quelqu'un dicte sa vie, son existence. Il serait entièrement libre dans la mesure où il respecte entièrement les autres humains, tous. Voilà. Donc je reprends. En réalité, donc l'idéal est dans l'injustice du plus fort. Tu comprendras le plus facilement si tu en viens à considérer l'injustice la plus consommée, celle qui fait du coupable l'homme le plus heureux et de ceux qui sont lésés les gens les plus malheureux. Donc en fait, pour lui, celui qui abuse, donc le maître par exemple, le tyran, est plus heureux que l'esclave. Et Hegel a démontré l'inverse. Et c'est très facile à démontrer l'inverse. Il n'y a pas réellement de bonheur. Si c'était le bonheur, l'ensemble humain suivrait cette requête, ce désir de devenir dominant. Tout le monde se battrait pour devenir dominant. En fait, la plus grande partie, le peuple, globalement, n'a pas ces velléités d'abuser leurs congénères. Au contraire, ils préfèrent la fraternité, la justice, etc. Et en fait, il faut
compenser un état d'esprit de l'esclavagiste. Il faut vivre dans la mauvaise foi. Il faut se convaincre qu'on est juste, qu'on est dans le droit chemin, etc. Mais c'est au détriment de soi-même. Sinon, voilà, ceux qui atteignent le maximum de pouvoir seraient les plus heureux du monde. On pourrait imaginer qu'un milliardaire est beaucoup plus heureux que quelqu'un qui décide de vivre avec le minimum de choses, mais avec tous ses amis autour, de vivre voilà, dans la joie, etc. On est loin de la réalité de ce que soutient ce sophiste. L'injustice à son comble, c'est la tyrannie qui dérobe en secret et par force le bien d'autrui, non par morceaux, mais en bloc. Or, quand un homme, après avoir pris l'argent des citoyens, a fait de leur personne sa propriété et les a réduits en esclavage, au lieu de, non infamant, il reçoit les titres de bienheureux, de fortunés, non pas seulement de ses concitoyens, mais encore des étrangers. Car ceux qui blâment l'injustice le font non par crainte de commettre l'injustice, mais par peur de la subir. Ça a été bien repris par Nietzsche. Et cette doctrine est fausse. Évidemment, il y a du bonheur. Il y a du bonheur, il y a une forme de bonheur dans celui qui, dans le colonialiste, par exemple. Oui, il vit dans cette insouciance, etc., etc. Mais avec un état d'esprit complètement perverti, un état d'esprit qui est tout le temps malgré tout sur ses gardes, qui doit toujours faire preuve de rigueur, qui ne peut pas relâcher la pression dans sa tête, etc. Il n'a pas de répit en réalité. Il est toujours sous la contrainte de sa propre autorité, de son besoin d'être autoritaire. C'est quelque chose d'invivable pour quelqu'un d'ordinaire, pour quelqu'un qui n'a pas ces velléités-là. On ne peut pas les comprendre même, on ne peut pas imaginer qu'un oppresseur est plus heureux qu'un oppressé. L'oppressé se sent dans la justice, l'oppresseur doit convaincre les autres qu'il est juste, par des moyens fallacieux. Donc, il doit manipuler la raison, l'intelligence humaine pour faire croire qu'il a raison d'oppresser l'oppressé, l'oppresseur. Et c'est pas vivable, ça fait des gens mal dans leur peau, des obèses parfois. Mais c'est pas pour rien que ça se transforme physiquement à ce niveau-là. Rien ne vaut la justice. Rien ne vaut le sentiment d'agir justement. Toutes les religions le disent, et c'est pas pour rien, elles ne se gourrent pas là-dedans. Ce sentiment est fondamental pour être heureux. C'est ce sentiment qui est fondamental. Évidemment, il y a du plaisir à avoir le pouvoir, à être plus riche que les autres, etc., à dominer, à être dans le luxe quand d'autres sont dans le dénouement, etc., à oppresser l'autre. Il y a de la jubilation, il y a de la perversion. Ça anime tout un tas de pulsions primaires, mais ce ne sont que des pulsions primaires. À la fin de son existence, on ne vit que pour les derniers moments de son existence, où on a des comptes à se rendre à soi-même avant de traverser, pour moi, dans un autre système, parce que je crois en cela. Ça pourrait, c'est pas, il n'y a pas plus de vérité à cette idée que l'autre, quoi qu'il en soit,
on ne vit que pour ces moments-là, en réalité, quand on y réfléchit. Parce qu'une fois qu'on arrive à la fin de sa vie, tout ce qu'on a joué, on ne peut plus le jouir. C'est oublié. Voilà, on a pu, même si on a joui et surjoui et profité de tout, à ce moment-là, c'est le seul moment qui est important, puisque tout le reste n'a aucun, ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Voilà, ça n'en a plus, il n'y a plus d'intérêt. Le seul intérêt, c'est l'état d'âme dans lequel on meurt. Comment est-ce qu'on a fait le maximum pour faire du bien et pour mourir en paix, etc. Voilà. Et quoi qu'il arrive, c'est juste, c'est cette souffrance de celui qui s'est conduit injustement, cette torture à l'époque des religions qui utilisaient ça pour maintenir, pour cadrer les êtres humains, pour justement qu'ils se comportent le mieux possible envers leurs congénères. Évidemment, dans la vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus laquelle, je démonte cette idée-là. Mais elle est importante, malgré tout, parce que ce dernier moment, c'est celui-ci qui est important. Ce dernier moment. Tout se résume dans ce dernier moment, en réalité. Voilà, aujourd'hui, j'ai vécu toute une partie de ma vie qui est derrière moi. Celle qui est derrière moi, qui me sépare de la prime enfance où j'ai pu commencer à chercher du plaisir, à courir avec mes copains, à jouer, à faire tout ça. Tout ça, ça n'a plus d'existence. Je l'ai vécu, mais je peux pas. C'est pas un sac que j'ai avec moi et que j'amènerai de l'autre côté. J'amènerai rien de l'autre côté, ni ça, ni ce que j'ai accumulé, ni la demeure que j'ai retapée. Peut-être que dans 10 ans, elle appartiendra. Je pourrais me dire que ça appartiendra à ma famille, peut-être, mais dans 100, dans 200, dans 300 ans, ça tient pas. Voilà, c'est simple. Cette maison-là, il y a 300 ans, c'est ceux à qui elle appartenait, tous leurs espoirs, toutes leurs pensées, aucune ne s'est réalisée. Moi, je suis un étranger à tout cela, par exemple. Voilà, donc il n'y a pas de... Il n'y a que la justice, en fait. Et c'est pour ça que Platon et Socrate ont absolument raison là-dedans. Ça n'a pas l'air, mais c'est fondamental. Ce sentiment de justice, il n'a pas l'air comme ça. Dans quelques siècles, quand l'humanité aura atteint les prémices de sa perfection, quand elle aura atteint l'unité universelle, chose qui va arriver, bien sûr, là, on voit bien comment chaque communauté est en train de donner des coups de corne, des coups de dents à la société dominante, l'Occident, l'Amérique. Et les prétendants sont là et lui disent... Et les prétendants, après leur avoir demandé de partager le pouvoir, de partager, en disant les Chinois et les Russes, par exemple, au départ, on dit, écoutez, si vous voulez, ce qui serait bien maintenant, c'est que ça soit la fin de l'hégémonie. On commence à travailler ensemble, etc., etc. Les Américains en ont convenu.
Je pense que c'est Barack Obama qui a commencé à dire, bon, c'est bon, l'impérialisme, c'est fini, on ne va plus faire les gendarmes du monde, on va, etc., etc. Mais il a été débordé par les faucons, en fait, qui sont dans ce truc-là. Et ces faucons ont débordé, pourquoi? Pas pour le bien de leur... en croyant faire du bien à leur pays, parce qu'en fait c'est ça, du bien à eux-mêmes et à leur pays, parce que d'abord c'est égoïste, hein, mais ensuite c'est pour leur nation, pour leur nationalisme, etc., sont en train d'obliger les prétendants à renverser ce sentiment de toute puissance, à le mettre en dépression, et ce qui arrivera. Et si l'Occident ne le fait pas, ne se met pas en dépression rapidement pour aller vers l'égalité, pour partager le leadership avec les autres grandes puissances et avec les autres grandes communautés, et en fait en avançant vers l'ONU, vers un ONU juste, un ONU bienveillant vers tout le monde, et un ONU qu'on ne manipule plus. Voilà, que l'Occident ne manipule plus. Un ONU qu'on laisse vraiment libre et de pouvoir devenir le gendarme du monde, et que chacun s'y conforme. Et les Chinois et les Russes et les autres, etc. Et donc que ça soit l'ONU, et un ONU absolument juste qui puisse dire, voilà, toi tu es mon fils, et je t'interdis de taper sur ton frère euh, plus faible. D'accord? Donc vous faites la paix et c'est tout. Et tu le laisses en paix, et tu lui laisses s'épanouir comme il a envie de s'épanouir, voilà, etc. Ça sera ça, l'ONU, c'est ce qu'il fera à terme. Et on va vers ça. Et donc, les faucons, en réalité, travaillent à ça, en révoltant l'humanité, en révoltant les prétendants, en fait, ceux qui prétendaient à l'égalité, en faisant en fait des rivaux, et des, des dominés qui veulent prendre la place des dominants, parce que c'est ce qui se passe là. Malheureusement, le fait de ne pas partager le pouvoir fait que l'autre, eh ben, il veut se passer au-dessus et prendre le pouvoir, d'une certaine manière, soit par la force, soit par la puissance technologique, etc., ou autre. Mais ils travaillent à ça parce que on ne partage pas. Alors que si on décidait, si l'Occident décidait réellement que l'impérialisme, ça a été un moment pendant quelques milliers d'années, on a dû utiliser l'impérialisme comme moteur de l'évolution. C'était un moteur, c'est comme ça que ça s'est fait. Il fallait que ça se fasse comme ça. Pour unifier de plus en plus, il fallait qu'il y ait un empire égyptien, un empire euh, perse, un empire, une hégémonie romaine, une hégémonie, etc., etc. C'était légitime au niveau historique. On ne peut pas dire que c'était la meilleure solution, mais pour le niveau de conscience qu'il y avait à l'époque, c'était la solution, c'était la seule solution possible. On ne connaissait que l'épreuve de force. Là, on est en train doucement de devoir sortir de l'épreuve de force. Et c'est ce que nous faisons doucement. On commence à éviter ces choses-là. Alors peut-être que ça passera par un chaos. Imaginons que là, en ce moment, il y a de la tension au Donbass entre les Occidentaux qui veulent, voilà, qui sont encore dans un système hégémonique, un système de provocation, en réalité, d'essayer de maîtriser, d'empêcher ces puissances émergentes d'émerger. En réalité, c'est ça.
Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. C'est vraiment le principe du colon. Le colon, il ne peut pas lâcher prise. Et c'est la grossière erreur en réalité. C'est ce qui s'est passé avec l'Algérie. Les colons, les colons riches, les puissants, parce que la majorité aurait partagé le pouvoir. Mais les colons les plus rudes, les plus durs, les plus violents, ils ne voulaient pas lâcher de prise, ils ne voulaient pas partager le pouvoir. Pour eux, c'était inconcevable d'être à égalité avec les colonisés. Et donc, ils ont préféré la guerre et tout perdre, en réalité. Voilà la conséquence de la surdité et de la dureté de l'esprit du colon, de l'esprit du dominant. Et malheureusement, ça fabrique le fait d'oppresser autrui pendant des siècles, comme ça fabrique des mentalités d'oppresseurs qui sont raides, qui sont archaïques en fait. Ils sont très intelligents, très malins, etc. Il y a ce côté rusé, il y a ce côté comme ça de ces qualités de ruse, mais ce n'est pas les qualités humaines, ce n'est pas les qualités de l'humanité, ce n'est pas les qualités supérieures de l'humanité. C'est des qualités très bonnes pour la nature, etc., de là où nous venons, d'un système archaïque. Mais ce n'est pas les qualités de l'avenir en réalité. Les qualités de l'avenir, c'est la capacité à l'empathie, à comprendre l'autre, à l'écouter, à partager, etc. C'est ça les qualités qui se profilent et que l'humanité commence à réclamer. Et c'est pourquoi les peuples du monde entier commencent à se détourner de l'Occident pilleur pour aller vers d'autres sociétés qui viennent avec d'autres intentions, qui montrent d'autres intentions. Voilà, après, on peut pas. Il n'y a pas de saint qui serait. Mais je pense qu'ils sont. Ce que les nouveaux arrivants, je pense par exemple que les Chinois sont plus intelligents, à mon sens, dans le moment actuel pour cette forme que l'évolution a prise, pour le temps présent et à venir, ils ont plus d'intelligence de ce qu'il faut faire pour aller vers le leadership, pour devenir des leaders, pour devenir les maîtres à penser de l'humanité. Ils ont plus d'intelligence que l'Occident, à cause justement de ce principe de l'injustice du dominant. Voilà. Alors, je finis juste ça. Cette doctrine est en somme celle que l'on associe de nos jours avec plus ou moins de raison au nom de Nietzsche. Bon, cette doctrine de l'injustice, ceux qui blâment l'injustice le font non par crainte de commettre l'injustice, mais par peur de la subir. C'est ce que pensait effectivement, je crois, Nietzsche. Je vais arrêter là, mais c'est... Voilà. J'ai hâte de reprendre la suite. Là. Ça sera En vérité, dit Zarathustra, etc. Merci pour votre écoute et à très bientôt.